Bonsoir à tous, bienvenue sur D8 dans Voyage au bout de la nuit. Je suis très heureuse de vous retrouver pour continuer la lecture d'Ernestine du Marquis de Sade. Voilà, alors la dernière fois, l'émission précédente, j'avais chanté une chanson et en fait j'ai oublié de vous dire que c'était une chanson de Boris Vian qui s'appelle « Je suis un monstre de perversité ». Voilà, référence au sadisme, tout ça. Et alors là, nous en étions à au moment où la Scholz demandait à Hermann s'il avait réfléchi, s'il allait peut-être venir avec elle, ou s'il aimait Ernestine, et nous allions connaître ses intentions. Voilà, vous pouvez réagir sur Facebook et sur Twitter avec le hashtag VBN. Alors, du coup, je reprends un tout petit peu les phrases d'avant. Cependant, la Scholz, impatiente et trop adroite pour ne pas démêler l'embarras de son jeune caissier, prit la parole la première et lui demanda s'il avait réfléchi sur ce qu'elle lui avait dit la dernière fois qu'ils avaient causé ensemble. « Oui, répondit l'amant d'Ernestine, et si c'est d'une reddition de compte et d'une séparation dont madame veut parler, je suis à ses ordres. » Il me semble, Hermann, que ce n'était pas tout à fait cela dont il s'agissait. « Et de quoi donc, madame ? Je vous demandais si vous ne désiriez pas de vous établir et si vous n'aviez pas fait choix d'une femme qui pût vous aider à tenir votre maison. » Je croyais avoir répondu que je voulais une certaine fortune avant de me marier. Vous l'avez dit, Hermann, mais je ne l'ai pas cru. Et dans ce moment-ci, toutes les impressions de votre figure annoncent le mensonge dans votre âme. Ah, jamais la fausseté ne la souilla, madame, et vous le savez bien. Je suis près de vous depuis mon enfance. Vous avez daigné me tenir lieu de la mère que j'ai perdue. Ne craignez point que ma reconnaissance puisse ou s'éteindre ou s'affaiblir. Toujours de la reconnaissance, Hermann. J'aurais voulu de vous un sentiment plus tendre. Mais madame, dépend-il de moi ? Traître, est-ce là ce qu'avaient mérité mes soins ? Ton ingratitude m'éclaire, je le vois. Je n'ai travaillé que pour un monstre, je ne le cache plus. Hermann, c'est à ta main que j'aspirais depuis que je suis veuve. L'ordre que j'ai mis dans tes affaires, la façon dont j'ai fait fructifier tes fonds, ma conduite envers toi, mes yeux qui m'ont trahi sans doute, tout perfide, tout te convainquait assez de ma passion. Et voilà donc comment elle sera payée, par de l'indifférence et des mépris. Hermann, tu ne connais pas la femme que tu outrages, dont tu ne sais pas de quoi tu es capable. Tu l'apprendras peut-être trop tard. Sors à l'instant. Oui, sors. Prépare tes comptes. Je vais te rendre les miens et nous nous séparerons. Oui, nous nous séparerons. Tu ne seras point en peine d'un logement. La maison de Sanders est déjà sans doute préparée pour toi. Les dispositions dans lesquelles paraissait Madame Scholz firent aisément sentir à notre jeune amant qu'il était essentiel de cacher sa flamme pour ne pas attirer sur le colonel le courroux et la vengeance de cette créature dangereuse. Hermann se contenta donc de répondre avec douceur que sa protectrice se trompait et que le désir qu'il avait de ne point se marier avant d'être plus riche n'annonçait assurément nul projet sur la fille du colonel. Mon ami, dit à cela Madame Scholz, je connais votre cœur comme vous-même. Il serait impossible que votre éloignement, pour moi, fût aussi marqué si vous ne brûliez pas pour une autre. Quoique je ne sois plus de la première jeunesse, croyez-vous qu'il ne me reste pas encore assez d'attrait pour trouver un époux ? Oui, Hermann, oui, vous m'aimeriez, sans cette créature que j'abhorre et sur laquelle je me vengerais de vos dédains. Hermann frémit. Il s'en fallait bien que le colonel Sanders, peu à son aise et retiré du service, eut autant de prépondérance dans Nordkoping que la veuve Scholz. La considération de celle-ci s'étendait fort loin, pendant que l'autre, déjà oublié, n'était plus vu, parmi des hommes qui, en Suède comme partout, n'estiment les gens qu'en raison de leur faveur ou de leur richesse, n'étaient plus regardés, dis-je, que comme un simple particulier que le crédit et l'or pouvaient facilement écraser, et Madame Scholz, comme toutes les âmes basses, avait eu bientôt fait ce calcul. Hermann prit donc sur lui bien plus encore qu'il n'avait fait. Il se jeta aux genoux de Madame Scholz, il la conjura de s'apaiser, l'assura qu'il n'avait aucun sentiment dans le cœur qu'il pût nuire à ce qu'il devait
à celle dont il avait reçu tant de bien, et qu'il la suppliait de ne point penser encore à cette séparation dont elle le menaçait. Dans l'état actuel où la Scholz savait qu'était l'âme de ce jeune homme, il était difficile qu'elle pût en attendre mieux. Elle espéra donc tout du temps du pouvoir de ses charmes et se calma. Hermann ne manqua point de faire part au colonel de cette dernière conversation. Et cet homme sage, redoutant toujours les tracasseries et le caractère dangereux de la Scholz, essaya de persuader encore au jeune homme qu'il ferait mieux de céder aux intentions de sa patronne que de persister pour Ernestine. Mais les deux amants mirent en usage de nouveau tout ce qu'ils crurent de plus capable de rappeler au colonel les promesses qu'il leur avait faites et pour l'engager à ne s'en jamais relâcher. Il y avait environ 6 mois que les choses étaient en cet état. Lorsque le comte Oxtierne, ce scélérat que vous venez de voir dans les fers, où il gémit depuis plus d'1 an et où il est pour toute sa vie, fut obligé de venir de Stockholm à Nordköping pour retirer des fonds considérables placés chez Madame Scholz par son père dont il venait d'hériter. Celle-ci, connaissant l'état du comte, fils d'un sénateur et sénateur lui-même, lui avait préparé le plus bel appartement de sa maison et se disposait à le recevoir avec tout le luxe que lui permettaient ses richesses. Le comte arriva et dès le lendemain, son élégante hôtesse lui donna le plus grand souper, suivi d'un bal où devaient être les plus jolies personnes de la ville. On n'oublia point Ernestine. Ce n'était pas sans quelque inquiétude qu'Hermann la vit décidée à y venir. Le comte verrait-il une aussi belle personne sans lui rendre à l'instant l'hommage qui lui était dû? Que n'aurait point Hermann à redouter d'un tel rival? Dans la supposition de ce malheur, Ernestine aurait-elle plus de force? Refuserait-elle de devenir l'épouse d'un des plus grands seigneurs de Suède? De ce fatal arrangement ne naîtrait-il pas une ligue décidée contre Hermann et contre Ernestine, dont les chefs puissants seraient Oxtierne et la Scholz? Et quel malheur n'en devait pas redouter Hermann? Lui, faible et malheureux, résisterait-il aux armes de tant d'ennemis conjurés contre sa frêle existence? Il fit part de ses réflexions à sa maîtresse, et cette fille honnête, sensible et délicate, prête à sacrifier de si frivoles plaisirs aux sentiments qui l'embrasaient, proposa à Hermann de refuser la Scholz. Le jeune homme était assez de cet avis, mais comme dans ce petit cercle d'honnêtes gens, rien ne se faisait sans l'aveu de Sanders, on le consulta et il fut loin de cette opinion. Il représenta que le refus de l'invitation de la Scholz entraînait inévitablement une rupture avec elle, que cette femme adroite ne serait pas longtemps à dévoiler les raisons d'un tel procédé, et que dans la circonstance où il paraissait le plus essentiel de la ménager davantage, c'était l'irriter le plus certainement. Ernestine ose demander alors à celui qu'elle aime ce qu'il peut donc appréhender, et elle ne lui cache point la douleur ou la plonge de pareils soupçons. « Oh mon ami, dit cette intéressante fille, en pressant les mains d'Hermann, les individus les plus puissants de l'Europe, fussent-ils tous à cette assemblée, dussent-ils tous s'enflammer pour ta chère Ernestine? Doutes-tu que la réunion de ces cultes pût former autre chose qu'un hommage de plus à son vainqueur? Ah, ne crains rien, Hermann. Celle que tu as séduite ne saurait brûler pour un autre. Fallut-il vivre avec toi dans l'esclavage, je préférerais ce sort à celui du trône même. Toutes les prospérités de la terre peuvent-elles exister pour moi dans d'autres bras que ceux de mon amant? Hermann, rends-toi donc justice. Peux-tu soupçonner que mes yeux aperçoivent à ce bal aucun mortel qui puisse te valoir? Laisse à mon cœur le soin de t'apprécier, mon ami, et tu seras toujours le plus aimable des êtres, comme tu en es le plus aimé. Hermann baisa 1000 fois les mains de sa maîtresse. Il cessa de témoigner des craintes, mais il n'en guérit pas.
Il est dans le cœur d'un homme qui aime de certains pressentiments qui trompent bien peu. Hermann les éprouva. Il les fit taire, et la belle Ernestine parut au cercle de madame Schoultz comme la rose au milieu des fleurs. Elle avait pris l'ajustement des anciennes femmes de sa patrie. Elle était vêtue à la manière des Scythes, ses traits nobles et fiers, singulièrement rehaussés par cette parure, sa taille fine et souple, infiniment mieux marquée sous ce juste sans pli qui dessinait ses formes, ses beaux cheveux flottants sur son carquois, cet arc qu'elle tenait à la main. Tout lui donnait l'air de l'amour déguisé sous les traits de Bellone. Et l'on eût dit que chacune des flèches qu'elle portait avec tant de grâce devait, en atteignant les cœurs, les enchaîner bientôt sous son céleste empire. Si le malheureux Hermann ne vit pas Ernestine entrer sans frémir, Oxtierne, de son côté, ne l'aperçut pas sans une émotion si vive qu'il fut quelques minutes sans pouvoir s'exprimer. Vous avez vu Oxtierne, il est assez bel homme, mais quelle âme enveloppa la nature sous cette trompeuse écorce? Le comte, fort riche et maître depuis peu de toute sa fortune, ne soupçonnait aucune borne à ses fougueux désirs. Tout ce que la raison ou les circonstances pouvaient leur apporter d'obstacles ne devenait qu'un aliment de plus à leur impétuosité. Sans principe comme sans vertu, encore imbu des préjugés d'un corps dont l'orgueil venait de lutter contre le souverain même, Oxtierne s'imaginait que rien au monde ne pouvait imposer de frein à ses passions. Or, de toutes celles qui l'enflammaient, l'amour était la plus impétueuse. Mais ce sentiment, presque une vertu dans une belle âme, doit devenir la source de bien des crimes dans un cœur corrompu comme celui d'Oxtierne. Cet homme dangereux n'eut pas plutôt remarqué notre belle héroïne qu'il conçut aussitôt le perfide dessein de la séduire. Il dansa beaucoup avec elle, se plaça près d'elle au souper et témoigna si clairement enfin les sentiments qu'elle lui inspirait que toute la ville ne douta plus qu'elle ne devint bientôt ou la femme ou la maîtresse d'Oxtierne. On ne rend point la cruelle situation d'Hermann pendant que toutes ces choses se passaient. Il avait été au bal, mais voyant sa maîtresse dans une faveur si éclatante, lui avait-il été possible d'oser même un instant l'aborder? Ernestine n'avait assurément point changé pour Hermann, mais une jeune fille peut-elle se défendre de l'orgueil? Peut-elle ne pas s'enivrer en un instant des hommages publics? Et cette vanité que l'on caresse en elle, en lui prouvant qu'elle peut être adorée de tous, n'affaiblit-elle pas le désir qu'elle avait avant de n'être sensible qu'aux flatteries d'un seul? Ernestine vit bien qu'Hermann était inquiet. Mais Oxtierne était à son char, toute l'assemblée la louait et l'orgueilleuse Ernestine ne sentit pas comme elle l'aurait dû le chagrin dont elle accablait son malheureux amant. Le colonel fut également comblé d'honneur. Le comte lui parla beaucoup, il lui offrit ses services à Stockholm, l'assura que, trop jeune encore pour se retirer, il devait se faire attacher à quelque corps et achever de courir les grades auxquels ses talents et sa naissance devaient le faire aspirer, qu'il le servirait en cela comme dans tout ce qu'il pourrait désirer à la cour, qu'il le suppliait de ne pas le ménager, et qu'il regarderait comme autant de jouissances personnelles à lui chacun des services qu'un si brave homme le mettrait à même de lui rendre. Le bal cessa avec la nuit, et l'on se retira. Dès le lendemain, le sénateur Oxtierne pria madame Schoultz de lui donner le plus grand détail sur cette jeune Scythe, dont l'image avait été toujours présente à ses sens depuis qu'il l'avait aperçue. « C'est la plus belle fille que nous ayons à notre copine, dit la négociante, enchantée de voir que le comte, en traversant les amours d'Hermann, lui rendrait peut-être le cœur de ce jeune homme. En vérité, sénateur, il n'est point dans tout le pays une fille qu'on puisse comparer à celle-là. Dans le pays, s'écria le comte, il n'y en a pas dans l'Europe, madame. Et que fait-elle? Que pense-t-elle? Qui l'aime? Qui l'adore, cette créature céleste? Quel est celui qui prétendra
me disputer la possession de ses charmes. Je ne vous parlerai point de sa naissance. Vous savez qu'elle est fille du colonel Sanders, homme de mérite et de qualité, mais ce que vous ignorez peut-être, et ce qui vous affligera d'après les sentiments que vous montrez pour elle, c'est qu'elle est à la veille d'épouser un jeune caissier de ma maison dont elle est éperdument amoureuse, et qui la chérit pour le moins tout autant. Une telle alliance pour Ernestine, s'écria le sénateur, cet ange devenir la femme d'un caissier. Cela ne se sera point, madame, cela ne sera point. Vous devez vous réunir à moi pour qu'une alliance aussi ridicule n'ait pas lieu. Ernestine est faite pour briller à la cour et je veux lui faire paraître sous mon nom. Mais point de bien, comte, la fille d'un pauvre gentilhomme, d'un officier de fortune. Elle est la fille des dieux, dit Oxtierne, hors de lui. Elle doit habiter leur séjour. Oh, sénateur, vous mettez au désespoir le jeune homme dont je vous ai parlé. Peu de tendresses sont aussi vives, peu de sentiments aussi sincères. La chose du monde qui m'embarrasse le moins, madame, est un rival de cette espèce. Des êtres de cette infériorité doivent-ils alarmer mon amour ? Vous m'aiderez à trouver les moyens d'éloigner cet homme, et s'il n'y consent pas de bonne grâce, laissez-moi faire, madame Scholz, laissez-moi faire. Nous nous débarrasserons de ce faquin. La Scholz applaudit, et bien loin de refroidir le comte, elle ne lui présente que de ces sortes d'obstacles faciles à vaincre, et dont le triomphe irrite l'amour. Mais pendant que tout ceci se passe chez la veuve, Hermann est aux pieds de sa maîtresse. « Et ne l'avais-je pas dit, Ernestine » s'écria-t-il en larmes, « ne l'avais-je pas prévu que ce maudit bal nous coûterait bien des peines ? Chacun des éloges que vous prodiguait le comte était autant de coups de poignard dont il déchirait mon cœur. Doutez-vous maintenant qu'il ne vous adore et ne s'est-il pas assez déclaré ? Que m'importe, homme injuste, reprit la jeune Sanders, en apaisant de son mieux l'objet de son unique amour. Que m'importe l'encens qu'il plaît à cet homme de m'offrir dès que mon cœur n'appartient qu'à toi. As-tu donc cru que j'étais flattée de son hommage ? Oui, Ernestine, je l'ai cru. Et je ne me suis pas trompée. Vos yeux brillaient de l'orgueil de lui plaire. Vous n'étiez occupée que de lui. Ces reproches me fâchent, Hermann. Ils m'affligent dans vous. Je vous croyais assez de délicatesse pour ne devoir pas même être effrayée. Eh bien, confiez vos craintes à mon père, et que notre hymen se célèbre dès demain, j'y consens. Hermann saisit promptement ce projet. Il entre chez Sanders avec Ernestine, et se jetant dans les bras du colonel, il le conjure, par tout ce qu'il a de plus cher, de vouloir bien ne plus mettre d'obstacle à son bonheur. Moins balancé par d'autres sentiments, l'orgueil avait fait sur le cœur de Sanders bien plus de progrès encore que dans celui d'Ernestine. Le colonel, rempli d'honneur et de franchise, était bien loin de vouloir manquer aux engagements qu'il avait pris avec Hermann. Mais la protection d'Oxtierne l'éblouissait. Il s'était fort bien aperçu du triomphe de sa fille sur l'âme du sénateur. Ses amis lui avaient fait entendre que si cette passion avait les suites légitimes qu'il en devait espérer, sa fortune en deviendrait le prix infaillible. Tout cela l'avait tracassé pendant la nuit. Il avait bâti des projets, il s'était livré à l'ambition. Le moment, en un mot, était mal choisi. Hermann n'en pouvait prendre un plus mauvais. Sanders se garda pourtant bien de refuser ce jeune homme. De tels procédés étaient loin de son cœur. Ne pouvait-il pas d'ailleurs avoir bâti sur le sable ? Qui lui garantissait la réalité des chimères dont il venait de se nourrir ? Il se rejeta donc sur ce qu'il avait coutume d'alléguer, la jeunesse de sa fille, la succession attendue de la tante Plorman, la crainte d'attirer contre Ernestine et lui toute la vengeance de la Scholz, qui maintenant, étayée par le sénateur Oxtierne, n'en deviendrait plus à redouter. Le moment où le comte était dans la ville était-il d'ailleurs celui qu'il fallait choisir ? Il semblait
inutile de se donner en spectacle, et si vraiment la Scholz devait s'irriter de ce parti, l'instant où elle se trouvait soutenue des faveurs du comte serait assurément celui où elle pourrait être la plus dangereuse. Ernestine fut plus pressante que jamais, son cœur lui faisait quelques reproches de sa conduite de la veille. Elle était bien aise de prouver à son amie que le refroidissement n'entrait pour rien dans ses torts. Le colonel, en suspens, peu accoutumé à résister aux insistances de sa fille, ne lui demanda que d'attendre le départ du sénateur et promit qu'après il serait le premier à lever toutes les difficultés et à voir même la Scholz si cela devenait nécessaire pour la calmer ou pour l'engager à l'appurement des comptes sans la reddition desquels le jeune Hermann ne pouvait pas décemment se séparer de sa patronne. Hermann se retira, peu content, rassuré néanmoins sur les sentiments de sa maîtresse, mais dévoré d'une sombre inquiétude que rien ne pouvait adoucir. À peine était-il sorti que le sénateur parut chez Sanders. Il était conduit par la Scholz et venait, disait-il, rendre ses devoirs au respectable militaire, qu'il se félicitait d'avoir connu dans son voyage, et lui demandait la permission de saluer l'aimable Ernestine. Le colonel et sa fille reçurent ces politesses comme ils le devaient. La Scholz, déguisant sa rage et sa jalousie, parce qu'elle voyait naître en foule tous les moyens de servir ces cruels sentiments de son cœur, combla le colonel d'éloges, caressa beaucoup Ernestine, et la conversation fut aussi agréable qu'elle pouvait l'être dans les circonstances. Plusieurs jours se passèrent ainsi, pendant lesquels Sanders et sa fille, la Scholz et le comte, se firent de mutuelles visites, mangèrent réciproquement les uns chez les autres, et tout cela sans que le malheureux Hermann fût jamais d'aucune de ces parties de plaisir. Augstern, pendant cet intervalle, n'avait perdu aucune occasion de parler de son amour, et il devenait impossible à mademoiselle Sanders de douter que le comte ne brûlât pour elle de la plus ardente passion. Mais le cœur d'Ernestine l'avait garanti, et son extrême amour pour Hermann ne lui permettait plus de se laisser prendre une seconde fois au piège de l'orgueil. Elle rejetait tout, se refusait à tout, ne paraissait que contrainte et rêveuse, au fait où elle était entraînée, et ne revenait jamais des unes sans supplier son père de ne plus l'entraîner aux autres. Il n'était plus temps. Sanders, qui, comme je vous l'avais dit, n'avait pas les mêmes raisons que sa fille pour résister aux appâts d'Augstern, s'y laissa prendre avec facilité. Il y avait eu des conversations secrètes entre la Scholz, le sénateur et le colonel. On avait achevé d'éblouir le malheureux Sanders et l'adroit Augstern sans jamais trop se compromettre, sans jamais assurer sa main, faisant seulement apercevoir qu'il faudrait bien qu'un jour les choses en vinssent là. Avait tellement séduit Sanders que non seulement il avait obtenu de lui de se refuser aux poursuites d'Hermann, mais qu'il l'avait même décidé à quitter le séjour solitaire de Nordköping pour venir jouir à Stockholm du crédit qu'il lui assurait et des faveurs dont il avait dessein de le combler. Ernestine, qui voyait bien moins son amant depuis tout cela, ne cessait pourtant de lui écrire. Mais comme elle le connaissait capable d'un éclat et qu'elle voulait éviter des scènes, elle lui déguisait de son mieux tout ce qui se passait. Elle n'était pas encore bien certaine d'ailleurs de la faiblesse de son père, avant que de rien assurer à Hermann, elle se résolut d'éclaircir. Elle entre un matin chez le colonel. « Mon père, dit-elle avec respect, il paraît que le sénateur est pour longtemps à Nordköping. Cependant, vous avez promis à Hermann que vous nous réuniriez bientôt. Me permettez-vous de vous demander si vos résolutions sont les mêmes et de quelle nécessité il est d'attendre le départ du comte pour célébrer un hymen que nous désirons tous avec autant d'ardeur. » « Ernestine, dit le colonel, asseyez-vous et écoutez-moi. Tant que j'y ai cru, ma fille, que votre bonheur et votre fortune pouvaient se rencontrer avec le jeune Hermann, loin de m'y opposer sans doute, vous avez vu avec quel empressement je me suis prêtée à vos désirs,
Mais dès qu'un sort plus heureux vous attend, Ernestine, pourquoi voulez-vous que je vous sacrifie? Un sort plus heureux, dites-vous? Si c'est mon bonheur que vous cherchez, mon père, ne le supposez jamais ailleurs qu'avec mon cher Hermann. Il ne peut être certain qu'avec lui, n'importe, je crois démêler vos projets. J'en frémis. Daignez ne pas m'en rendre la victime. Mais ma fille, mon avancement tient à ses projets. Oh mon père, si le comte ne se charge de votre fortune qu'en obtenant ma main, soit vous jouirez, j'en conviens, des honneurs que l'on vous promet, mais celui qui vous les vend ne jouira pas de ce qu'il en espère. Je mourrai avant que d'être avec lui. Ernestine, je vous supposais l'âme plus tendre. Je croyais que vous saviez mieux aimer votre père. Ah, cher auteur de mes jours, je croyais que votre fille vous était plus précieuse, que, malheureux voyage, infâme séducteur, nous étions tous heureux avant que cet homme ne parût ici. Un seul obstacle se présentait, nous l'aurions vaincu. Je ne redoutais rien. Tant que mon père était pour moi, il m'abandonne, il ne me reste plus qu'à mourir. Et la malheureuse Ernestine, plongée dans sa douleur, poussait des gémissements qui eussent attendri les âmes les plus dures. Écoute, ma fille, écoute. Avant que de t'affliger, dit le colonel, en essuyant par ses caresses les larmes qui couvraient Ernestine, le comte veut faire mon bonheur, et quoiqu'il ne m'ait pas dit positivement qu'il en exigeait ta main pour prix, il est pourtant facile de comprendre que tel est son unique objet. Il est sûr, à ce qu'il prétend, de me rattacher au service. Il exige que nous allions habiter Stockholm. Il nous y promet le sort le plus flatteur. Et dès mon arrivée dans cette ville, lui-même veut, dit-il, venir au-devant de moi avec un brevet de 1000 ducats de pension dû à mes services, à ceux de mon père, et que la cour, ajoute-t-il, m'aurait accordé depuis longtemps si nous eussions eu le moindre ami dans la capitale qui eût parlé pour nous. Ernestine, veux-tu perdre toutes ces faveurs? Prétends-tu donc manquer ta fortune et la mienne? Non, mon père, répondit fermement la fille de Sanders, non. Mais j'exige de vous une grâce. C'est de mettre avant tout le comte à une épreuve à laquelle je suis sûre qu'il ne résistera pas. S'il veut vous faire tout le bien qu'il dit, et qu'il soit honnête, il doit continuer son amitié sans le plus léger intérêt. S'il émet des conditions, il y a tout à craindre dans sa conduite. De ce moment, elle est personnelle, de ce moment, elle peut être fausse. Ce n'est plus votre ami qui l'est, c'est mon séducteur. Il t'épouse. Il n'en fera rien. D'ailleurs, écoutez-moi, mon père. Si les sentiments qu'a pour vous le comte sont réels, ils doivent être indépendants de ceux qu'il a pu concevoir pour moi. Il ne doit point vouloir vous faire plaisir dans la certitude de me faire de la peine. Il doit, s'il est vertueux et sensible, vous faire tout le bien qu'il vous promet sans exiger que j'en sois le prix. Pour sonder sa façon de penser, dites-lui que vous acceptez toutes ses promesses, mais que vous lui demandez, pour premier effet de sa générosité envers moi, de faire lui-même, ici, avant de quitter la ville, le mariage de votre fille, avec le seul homme qu'elle puisse aimer au monde. Si le comte est loyal, s'il est franc, s'il est désintéressé, il acceptera, s'il n'a dessein que de m'immoler en vous servant, il se dévoilera. Il faut qu'il réponde à votre proposition. Et cette proposition de votre part ne doit point l'étonner, puisqu'il ne vous a point encore, dites-vous, ouvertement demandé ma main. Si sa réponse est de la demander pour prix de ses bienfaits, il a plus d'envie de s'obliger lui-même qu'il n'en a de vous servir, puisqu'il saura que je suis engagée et que malgré mon cœur, il voudra me contraindre. Dès lors, son âme est malhonnête, et vous devez vous défier de toutes ses offres, quel que soit le vernis dont il les colore. Un homme d'honneur ne peut vouloir de la main d'une femme dont il sait qu'il n'aura point l'amour. Ce ne doit pas être aux dépens de la fille qu'il doit obliger le père. L'épreuve est sûre, je vous conjure de la tenter. Si elle réussit, je veux dire, si nous devenons certains que le comte n'est que des vues légitimes, il faudra se prêter à tout, et alors, il aura fait votre avancement sans nuire à ma félicité.
Nous serons tous heureux, nous le serons mon père, sans que vous ayez de remords. Voilà, c'est tout pour maintenant. J'espère que ça vous a plu. Je vous lis donc Ernestine du Marquis de Sade. Je vous souhaite une très belle nuit. Je vous embrasse fort. À bientôt.